Nous allons parler de la CNSA, des enjeux, des actions, des challenges que Jean-René Le Serre, qui est le nouveau président du conseil de la CNSA. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Peut-être commencer par présenter la CNSA, peut-être, parce que certains ne connaissent pas forcément, notamment les périmètres. Bien sûr, alors, la CNSA, c'est donc la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. C'est la cinquième branche de la sécurité sociale qui a été créée en qualité de cinquième branche très récemment, puisque c'est une loi de 2020 qui est rentrée en application au 1er janvier 2021. Autrement dit, aujourd'hui, la CNSA, c'est l'équivalent de l'assurance maladie, de l'assurance famille, de l'assurance vieillesse, de l'assurance accident du travail. Nous sommes une cinquième branche qui a un budget euh, qui, moi, me semble tout à fait considérable. Moi qui a dirigé jusqu'en juillet dernier le plus important département de France, le département du Nord, lequel a un budget de 3,5 milliards, la CNSA, c'est un budget de 35 milliards, si vous voulez. Donc, c'est une différence assez fondamentale. Mais je suis le président non exécutif de la CNSA, c'est-à-dire que j'en préside le conseil. La CNSA est organisée d'une manière particulière qui en fait un peu un objet juridique non identifié. C'est d'une part une caisse de sécurité sociale, une branche de sécurité sociale avec son personnel qui très largement donc relève de l'autorité de l'État, mais à côté, vous avez un conseil qui est un conseil composé de bénévoles, 52 personnes, qui représentent toutes les parties prenantes, c'est-à-dire bien sûr des représentants de l'État, mais ils sont minoritaires, c'est-à-dire et fondamentalement les grandes fédérations de personnes âgées et de personnes vivant avec un handicap, c'est-à-dire les départements, puisque le département, vous le savez, est le chef de file de l'action sociale au niveau des territoires et qui représente les institutions de l'autonomie, c'est-à-dire de l'âge et puis du handicap, ainsi que les professions, les employeurs et les employés, les représentants des syndicats d'employeurs et des syndicats d'employés qui font également partie de ce conseil, et trois personnalités qualifiées qui ont été choisies par le gouvernement et parmi lesquelles est désigné, est élu le président. Donc j'ai été élu à l'unanimité des suffrages en début d'année. Et mon importance et mon intérêt n'existent que si je parviens à dégager des majorités importantes pour ne pas dire des unanimités au sein du Conseil, parce que c'est ma seule façon de pouvoir peser sur les pouvoirs publics quels qu'ils soient. J'ai toujours dit, si vous voulez, que le Conseil de la CNSA ne serait jamais une caution, un alibi pour les pouvoirs publics, ça pouvait être une conscience. Il était là pour faire des propositions, il était là pour examiner l'évolution de la convention d'objectifs, de gestion et de moyens qui a été signée. Est-ce que avec l'État, est-ce que l'État respecte bien les engagements qui ont été pris en accord avec la CNSA? Il est compétent pour dire, en fonction de l'évolution des choses, les choses vont bien ou les choses vont mal. Et c'est sa seule, si vous voulez, autorité, mais elle peut être considérable. Et l'importance des groupes de pression, au sens noble du terme, que représentent effectivement les grandes associations de personnes âgées, les grandes associations de personnes en situation de handicap, bah, il est important pour les pouvoirs publics. Et ma principale, bah, ma première fierté, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, c'est d'avoir ramené les présidents de département que je connais bien au conseil de la CNSA, qu'ils boycottaient, disons les choses telles qu'elles sont, depuis de nombreuses années, alors que la politique de l'autonomie, elle ne pourra se faire qu'avec l'État, la CNSA, donc la sécurité sociale, mais aussi nos services extérieurs. Nous, on n'a pas de caisse primaire d'assurance maladie. Donc, nos services extérieurs, ce sont les départements, ce sont les ARS, les agences régionales de santé, ce sont les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, et puis aussi les communes par le biais de leur CCAS, leur comité d'action sociale. Les 35 milliards servent à financer, dans les grandes masses, servent à financer quels projets, quelles actions? Alors, les très grandes masses, si vous voulez, c'est très très grande majorité de l'ordre de 27-28 milliards, c'est pour le fonctionnement des ESMS, donc des établissements sociaux et médico-sociaux, bon, par exemple les EHPAD, mais aussi toutes les structures qui concernent les personnes en situation de handicap, le paiement de leur personnel. Euh, les autres grandes compétences, c'est la participation de l'État qui transite donc par la CNSA pour le financement par les départements de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, et puis de la PCH, de la prestation de compensation du handicap, ce qui nous impose d'ailleurs une exigence supplémentaire à la CNSA, et
plus précisément au conseil de la CNSA, c'est de vérifier que tous les départements sont bien en mesure de financer, qu'ils ont les moyens pour le faire. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Et puis, il y a aussi toute une série de compétences plus pointues, comme le financement, par exemple, de l'aide à la vie partagée, qui va prendre une grande place dans les années à venir pour l'hébergement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, et pour toutes les initiatives qui peuvent être prises, qui aujourd'hui sont particulièrement nombreuses en termes de qualité de vie et en termes d'information de chacun, puisque le rôle de la CNSA, c'est aussi de contrôler que l'information est bien faite vis-à-vis des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des aidants et de l'ensemble de leurs proches, que l'orientation est bien faite vers tel ou tel type d'établissement et que de Dunkerque à Perpignan et de Quimper à Strasbourg, on ait à peu près des droits identiques qui soient accordés effectivement aux populations, car nous avons un rôle de service public et il faut concilier l'autonomie des collectivités, notamment départementales, avec le fait qu'il ne s'agit pas que demain, les gens choisissent leur domicile en fonction des politiques faites par les départements. Donc il faut effectivement que Oui, les oui, politiques départementales s'adaptent adapte. également et s'inscrivent en cohérence, ce qui veut dire qu'il ne doit plus y avoir de départements très pauvres et des départements très riches. Euh, mes anciens collègues présidents de département pourraient m'en vouloir de cette formule, mais enfin, si on compare Paris, les Hauts-de-Seine et les Alpes-Maritimes à la Creuse, la Lozère, la Seine-Saint-Denis et le Nord-Pas-de-Calais, il y a quand même des différences. Les prochains projets, 2023 par exemple, les actions de la CNSA. Les actions de la CNSA en 2023, sont des actions qui démarrent, hein, puisque la CNSA, elle est née dans son nouveau statut juridique extrêmement important, donc de cinquième branche de la sécurité sociale. Elle est née réellement au 1er janvier 2021. Hein. La loi de d'août 2020, c'était peut-être la conception, mais la réalisation, ça a commencé en janvier 2021. Donc, les très grands projets, c'est de prendre à bras le corps tout de suite le défi du vieillissement. C'est aussi de mettre en place la convergence entre les politiques grand âge et les politiques handicap. C'est aussi de poursuivre le consensus, le partenariat amical entre la CNSA, l'État, l'ensemble des départements, les ARS, autrement dit, entre des gens qui faisaient le même métier, mais qui depuis quelques années sont regardés quelque peu en chien de faïence. Les enjeux 2030, baby boom, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce Mais que écoutez, est-ce que c'est un challenge? Quel challenge? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? alors, c'est à la fois un défi, c'est à la fois un challenge. Si on n'y arrive pas, ce sera peut-être le pire échec d'une démocratie avancée comme la nôtre depuis de très nombreuses années. Parce que si, autant comme je le dis parfois, sur le changement climatique, si vous voulez, on peut faire tout ce qu'on peut et ne pas réussir parce que la France n'est pas toute seule et qu'il faut effectivement que ce soit le monde entier qui prenne effectivement ce challenge du changement climatique à bras le corps, autant le défi du vieillissement, si on est bon, les choses se passeront très bien et une grande démocratie comme la nôtre, elle accordera effectivement toute l'importance qu'il mérite à nos concitoyens en situation de vulnérabilité, que sont les personnes âgées touchées par la dépendance, et puis les personnes en situation de handicap. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas besoin de la CNSA. Hein. Moi qui étais sénateur, j'ai d'éminents collègues avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, qui ont passé les 90 ans et qui ne sont pas des personnes vulnérables. Celle que j'admire le plus parmi mes anciens collègues, Robert Badinter, mais je vais arrêter de le citer à tout bout de champ, en est un exemple éminent. Le critère d'intervention de la CNSA, c'est la vulnérabilité. Alors, oui, on peut on peut relever ce défi, nous sommes capables de le faire à plusieurs conditions. À condition effectivement d'y mettre des moyens. Les moyens, c'est le recrutement des personnels. Les moyens, c'est la réalisation de lieux pour accueillir effectivement ces personnes. Le challenge, si vous voulez, de la CNSA, c'est que l'augmentation de l'espérance de vie se concilie avec une vie pleine et non pas une vie de deuxième ordre ou de troisième ordre. Je cite souvent
comme ancien sénateur, on pourra me pardonner. Je cite souvent une phrase du président Larcher que j'ai trouvée tout à fait pertinente, où il déclarait il ne peut pas y avoir de citoyenneté en pointillé. Ça veut dire que la citoyenneté, elle doit D'accord. s'exercer jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fin, et que c'est une des conditions de la dignité de la personne. Mais quand on sait que le baby-boom va arriver en 2030, que l'adresse dit, par exemple, qu'il n'y aura pas assez d'EHPAD pour 2030, et qu'il faut 5 à 10 ans pour construire des EHPAD. Bah, peut-être que ce n'est pas les EHPAD qui vont être la réponse la plus pertinente. Vous savez, les EHPAD, j'ai horreur de ce nom, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, il faut en avoir envie pour intégrer les EHPAD. Bon, c'est vrai qu'on m'a souvent reproché de dire ouais, c'est pas parce qu'on va changer le nom qu'on va changer la réalité, c'est vrai, mais puisque nous voulons la transformation des EHPAD, ce sera peut-être utile d'en faire des résidences pour personnes âgées. Mais bon, les EHPAD, demain, seront de plus en plus médicalisés. Les EHPAD demain vont accueillir des personnes qui seront des personnes très touchées par la dépendance, des personnes par exemple de GIR 1 ou de GIR 2, donc les deux C'est GIR dépendant. où la dépendance est la plus importante, et des personnes qui également seront, pour un certain nombre d'entre elles, en fin de vie. Alors la fin de vie, c'est encore la vie. Donc le virage domiciliaire pour la fin de vie est important. Mais l'immense majorité des personnes issues du baby-boom, qui a j'en suis, j'en suis un produit tout à fait identifiable, parce que moi je suis dans 51. Ces personnes n'arriveront à un âge où les complications sont plus fréquentes qu'à échéance 2030, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on a un tout petit peu, si vous voulez, de délai pour se mettre en place. C'est justement, comme vous le disiez, créer des EHPAD, ça prend 10 ans. Il faut peut-être aussi que ça prenne plus 10 ans dans les années à venir. Il faut peut-être des simplifications. Il faut peut-être effectivement la volonté de prendre à bras le corps, y compris au plan juridique, ce type de problème. Mais l'essentiel, ça ne sera pas la construction de nouveaux EHPAD, du moins à mon avis, et de l'avis de la majorité du Conseil de la CNSA. L'essentiel, c'est de mettre en place des structures intermédiaires qui accueilleront la plus grande partie de ces baby boomers vieillissants. C'est les résidences-services, c'est les résidences autonomie, qui seront des établissements plus petits en termes de nombre d'accueils, mais moins médicalisés que l'EHPAD, où on pourra effectivement mettre en place le virage domiciliaire de la manière la plus claire, c'est-à-dire il faudra que ces établissements soient le nouveau domicile de la personne. Nouveau domicile de la personne, ça a des implications. Ça veut dire qu'elles sont chez elles dans ce domicile. GCL, c'est ça. Quand on est chez soi, par exemple, on peut amener avec soi son animal familier. Quand on est chez soi, on peut ouvrir sa porte quand on veut, le jour et la nuit, aux personnes qu'on a envie de rencontrer. On peut fermer la porte de sa chambre quand on a envie qu'elle soit fermée. On peut avoir des relations amicales avec les personnes que l'on souhaite rencontrer. On peut avoir des relations sexuelles avec des personnes qui souhaitent en avoir avec vous. Et on peut voter facilement lorsqu'il s'agit d'exprimer effectivement son opinion. Moi, je souhaite également mettre des bureaux de vote dans les résidences de personnes âgées et dans les résidences de personnes en situation de handicap et ouvrir ces bureaux de vote, bien évidemment, au quartier. Je pense que D'accord. plus il y aura de monde qui rentrera dans ces établissements, et mieux on se portera. Et puis, il y a aussi l'accueil familial, dont on parle très peu aujourd'hui, et qui est également une des solutions. Et il y a les logements partagés, qui sont, moi j'en ai visité beaucoup, qui sont une solution idéale pour des personnes soit en situation de handicap mental, et notamment les jeunes Alzheimer. C'est la seule façon pour moi qu'ils ont de mener une vie digne, responsable et agréable. Et Habitat puis, partagé, c'est un lieu avec de colocation entre personnes, c'est ça, pour vous? alors, de colocation, souvent, mais ça peut être différent. L'habitat partagé, il peut être d'initiative d'une association ou il peut être d'initiative d'une collectivité. Donc, vous avez 7, 8 personnes dans un habitat partagé. Il y a une mutualisation qui se fait de l'APA lorsqu'il s'agit de personnes âgées, de la PCH lorsqu'il s'agit de personnes en situation de handicap. Vous avez des maîtresses de maison qui se succèdent et qui sont là, disons, de 7 heures du matin jusqu'à 9 heures le soir. La personne est sollicitée
pour faire ce qu'elle est encore capable de faire. Si elle est encore capable de faire des courses, de préparer, d'aider à la préparation de la cuisine, si elle a envie d'aller au cinéma et d'être accompagnée lorsqu'elle y va, si elle a envie d'assister aux réunions d'un comité de quartier, la personne est aussi active qu'elle peut l'être. Son autonomie ou la part d'autonomie qui lui reste est développée, mise en valeur, et les activités sont des activités multiples. Et les coûts ne sont pas supérieurs aux coûts de l'EHPAD, loin s'en faut, ils auraient tendance à être inférieurs. Bien sûr, il faut organiser également la présence médicale, la présence sanitaire, avec les médecins généralistes de secteur, les infirmiers de secteur, et chaque fois que j'ai visité ce type de structure, j'en suis ressorti, j'allais dire, fier. C'est-à-dire en me disant, bah, dans ce type d'établissement, la dignité de la personne, la citoyenneté de la personne, elle est vraiment assurée. Alors, Surtout que ça, c'est grâce au financement, surtout que c'est grâce au financement de la CNSA notamment, que ces projets sont viables. le financement de la CNSA, c'est le financement de chacun d'entre nous, Mm, puisque le budget de la CNSA, mm, c'est un budget qui est apporté bien par sûr, l'impôt. bien sûr. Donc la CNSA, son intérêt important, c'est que désormais, on peut individualiser de manière claire l'effort qui est réalisé pour les personnes vulnérables. Et donc, on va pouvoir, année après année, mettre en comparaison la politique qui a été menée et voir si les choses se sont notablement améliorées ou si ce n'est pas le cas. Quand on écoute le secteur du domicile, les services à la personne, les services à domicile, certains se disent, oui, mais on est peau de chagrin par rapport aux EHPAD. Certains vont même lire le lobby des EHPAD, entre guillemets. Comment est-ce que vous voyez en fait les deux plus tard? Alors moi, je vois effectivement une réconciliation totale entre le secteur social, médico-social et le secteur sanitaire. Lorsque les aides à domicile viennent dire qu'elles sont en quelque sorte, les marxistes auraient appelé ça le lumpenprolétariat, si vous voulez, hein, du travail. Elles n'ont pas totalement tort. Vous savez, moi j'avais demandé dans mon département du Nord, quel était le salaire moyen d'une aide à domicile. Moins Réponse, technique, 900, 950. dans le Nord, c'était 800 euros. Non, c'est ça, oui. Parce que, donc, c'est en dessous du SMIC. Parce que généralement, elles n'ont pas un temps complet. Elles ont un temps qui est éclaté entre le matin et puis la fin d'après-midi, les heures où on a le plus besoin d'elles, parce que généralement, ce sont des femmes. Aussi, la masculinisation de la profession sera également un élément important. C'est le métier aujourd'hui, et vraiment, je crois que le grand public ne le sait pas suffisamment. C'est le métier aujourd'hui où les maladies professionnelles sont les plus importantes et où le nombre de maladies professionnelles ne fait que se développer. Avant, c'était le bâtiment travaux publics. Aujourd'hui, les efforts des entreprises de bâtiments et travaux publics font que le nombre de maladies professionnelles diminue dans cette profession-là. Mais le drame aujourd'hui, c'est ces fonctions effectivement d'aide à la personne parce que les aides techniques ne sont pas suffisamment utilisées, parce que peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment mises à disposition également des personnes qui en ont besoin, donc des personnes en situation de handicap ou des personnes dépendantes. Les aides techniques, c'est vraiment un élément qui peut rassembler l'aidant et l'aider, si je peux m'exprimer ainsi. Leur salaire n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. L'intérêt de le métier, le sens de leur métier aujourd'hui n'est pas ce qu'il devrait être. Alors, il y a des progrès qui vont se mettre en place, y compris d'ailleurs dans la loi de financement de la sécurité sociale qui arrive à l'ordre du jour du Parlement dans les semaines qui viennent, avec les heures de convivialité. Les heures de convivialité, c'est 2 heures par semaine qui devraient être ajoutées, mais ça ne sera opérationnel, si j'ai bien compris, mais on en saura plus dans les jours qui viennent, qu'à partir du 1er janvier 2024, parce qu'aujourd'hui, une aide à la personne, elle est payée quand elle s'occupe effectivement de faire le repas, elle est payée quand elle fait la toilette, elle est payée lorsqu'elle procède au coucher, mais si elle veut discuter un peu avec la personne, si elle veut lui lire le journal, si elle veut l'emmener dans son jardin, si elle a la chance d'avoir un petit jardin pour lui permettre de prendre un peu l'air, si elle veut l'écouter lorsqu'elle parle de sa famille, de ses enfants, des problèmes, si elle veut passer un temps de convivialité, ce qui est essentiel, y compris d'ailleurs pour les petites cellules grises, comme dirait Hercule Poirot, eh bien ça, c'est sur son bénévolat, ça ce n'est pas reconnu, ça ce n'est pas rémunéré. Alors ces 2 heures par semaine, c'est un premier pas pour donner également du sens à ce rôle. Et j'aimerais qu'il y ait
une politique de communication et d'attractivité vers ces métiers, effectivement, de l'aide au quotidien, il faudrait recruter d'ici 2025 350 à 360 000 personnes dans les personnels de soins, les aides-soignants, et les personnels d'accompagnement. Et ben, le boulot, Ça, c'est avant baby boom. Et après alors baby ça, boom, ce c'est sera encore avant les conséquences les plus importantes, ça. effectivement, du baby boom, puisque les conséquences les plus importantes, ce sera après 2030. Et déjà en 2025, il nous faut 360 000. Alors 360 000, pourquoi elles se répartissent de la manière suivante. Il y en a 200 000 qui vont partir À la retraite. d'ici, effectivement, 2025. Elles partent pas tous, pas toutes, parce qu'elles sont atteintes par l'âge de la retraite. Il y en a une partie qui partent parce que le turnover est important, parce qu'elles ne se retrouvent pas dans cette profession. Et puis, il y en a 160 000 qui doivent faire face à l'augmentation des besoins et faire face aux postes dont on a besoin aujourd'hui, mais qui sont vacants. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne a un plan d'aide de tant d'heures, généralement, elle n'en prend que les deux tiers ou la moitié, parce que le reste, il n'y a personne pour les faire. Si je Et reviens ça, au c'est vraiment SAD, une carence. si je reviens au SAD, la semaine dernière, j'ai animé une conférence avec des SAD. Une des craintes qu'ils ont, c'est de se faire bouffer, entre guillemets, par la santé, le secteur de la santé. C'est qu'en fait, ouais, c'est ça. En fait, ils ont peur oui, de se faire bouffer, entre guillemets, par les professionnels de santé lorsqu'il va y avoir la fusion entre les SAD et les SIAD, par exemple. Alors, vous savez, c'est très intéressant ce que vous dites, Est-ce que parce que, c'est un point que vous allez, enfin, j'imagine que vous ouais, êtes au courant de cette situation, bien évidemment, mais est-ce que c'est un point où la CNSA peut intervenir ou pas? Comment ça c'est marche? un point où le Conseil de la CNSA, il a toute autorité pour intervenir, effectivement, et pour faire part, effectivement, au pouvoir public de cette crainte, qui est une crainte que je peux comprendre. Mais depuis que je m'occupe de la CNSA, je remarque que dans ce monde de l'autonomie, tout le monde a peur de se faire bouffer par l'autre. Bah oui, Je vais vous prendre un autre exemple, les ARS et les départements. Les ARS ont peur de se faire bouffer par les départements de se faire bouffer par les ARS. Bon, on finit par les amener autour de la table. Moi, je ne crois pas au Big Bang territorial qui consisterait à dire demain, le directeur général de l'ARS est placé sous l'autorité des présidents de département. Et inversement, je ne crois pas que demain, on pourra dire au département, vous n'êtes que les exécutants, effectivement, des politiques décidées par l'État et appliquées par les ARS. Il faut qu'ils s'entendent. De la même manière, quand je parle de mes résidences autonomie, de mon logement partagé, de mon logement inclusif, qui va se développer, pour qui se développe? Ben, il va se développer en partenariat avec le développement du mouvement des services à domicile. Autrement dit, les services sociaux, si on peut s'exprimer ainsi, plutôt de la compétence des départements, vont travailler en étroite collaboration avec les services plutôt sanitaires, comme les infirmiers, qui, eux, relèvent davantage effectivement de l'État. Et c'est de la qualité du partenariat entre les uns et les autres que viendra effectivement la qualité du service rendu aux personnes vulnérables. Moi, je voudrais aussi qu'on offre des débouchés de carrière aux personnes de l'accompagnement, donc aux personnes des services à domicile. Si une personne des services à domicile a envie de devenir aide-soignante, eh ben, il faut qu'on l'aide à sa formation, il faut qu'on l'aide à passer effectivement le concours. Si une aide-soignante a envie de devenir infirmier ou infirmière, de la même façon, il faut l'aider. Il faut que ces métiers du domicile et des soins deviennent des métiers qui peuvent s'interpénétrer. Et je crois que c'est pas seulement un vœu pieux, c'est parfaitement possible. On avait essayé dans un certain nombre de départements, à partir d'ailleurs d'un public qui était un public disponible par hypothèse en recherche d'emploi, qui était le public des personnes qui sont allocataires du RSA, de les inviter à mieux connaître ces professions du care, comme on les appelle quelquefois, l'aide à la personne, mais aussi l'aide à l'enfance, hein, entre des assistants ou des assistantes familiales et puis des personnels de l'aide à domicile, il y a aussi des points communs importants. Essayer de faire un vaste partenariat entre ce type de métier, ça permettra aussi de trouver des passerelles. Parce que je crois qu'on peut-être pas être aide à domicile jusqu'à 65 ans avec la difficulté de ce métier et la dureté, y compris physique, de ce métier. Donc, il faut trouver des passerelles et à tout le moins généraliser une passerelle qui, elle, est évidente et facile à mettre en place, celle d'assistant à la personne ressource pour que des personnes qui approchent de l'âge de la retraite puissent être utilisées pour former leurs jeunes collègues. 2030, est-ce qu'un pays comme la France aura les moyens en fait, de s'occuper des personnes âgées dignement, sachant qu'on est un pays, on va dire, endetté, puis tout le monde réclame un peu quelque chose? Est-ce qu'on aura les moyens?
Bah, vous savez, il y a eu le Covid il y a peu de temps. Des moyens qu'on n'avait pas avant-hier, on les a trouvés, et heureusement, pour faire face effectivement à la situation. Si vous voulez, je crois qu'il y a des obligations qui ne sont pas des obligations de moyens, il y a des obligations qui sont des obligations de résultats. Si notre pays n'est pas capable de faire face effectivement aux exigences des personnes vulnérables, et notamment des personnes âgées, mais les personnes en situation de handicap, et Dieu merci, aujourd'hui leur espérance de vie est la même que les personnes qui ne connaissent pas de handicap. Aujourd'hui, il y a une convergence importante dans les politiques entre le handicap et le grand âge. Aujourd'hui, on fait rentrer des personnes en situation de handicap dans un certain nombre d'EHPAD. Ils sont nettement plus jeunes que les personnes qui étaient les personnes de l'EHPAD au départ, et ils apportent effectivement une vie nouvelle. Donc, je crois que ce problème des moyens, d'une part, je pense que nous sommes quand même un des pays les plus riches au monde, les plus développés au monde, et les moyens, on les trouve lorsqu'il s'agit effectivement de faire face à une pandémie qui était inattendue. Les moyens, on les trouve dans les communes, que je connais bien et que j'aime bien. Un président de département, il vit avec les communes pour construire des équipements culturels, pour construire des équipements sportifs, pour construire des boulodromes. Et ben, peut-être que c'est au moins aussi important, si ce n'est davantage, de consacrer effectivement des moyens financiers qui sont nécessaires pour la qualité de vie du grand âge et du handicap. En plus, si vous voulez, je ne veux pas paraître comment dire, trop enthousiaste et puis prendre mes désirs pour des réalités. Mais en plus, il y a des évolutions qui doivent se faire qui, à terme, elles ne respecteront pas les échéances électorales, c'est sûr, mais qui, à terme, vont générer des économies. Par exemple, une politique où on a beaucoup de retard, qui est la politique de prévention. Bien sûr, bien sûr. Si on menait une politique de prévention digne de ce nom, et elle commence quand on a 50 ans, elle ne commence pas quand on a Bien mon sûr, âge, bien sûr, bien sûr. eh bien, vous auriez effectivement une augmentation importante de la vie en bonne santé et donc une augmentation importante de la période où vous sollicitez pas trop l'assurance maladie, les assistants de vie, parce que vous êtes capable d'être et de rester totalement autonome. Donc ça, je crois que ça doit se faire aussi. Et puis après, il y a aussi le fait qu'il faut prendre la vie comme elle est. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent payer des prix de journée plus importants dans les EHPAD, par exemple, ou dans les résidences autonomie, ou dans l'accueil partagé, que d'autres personnes. Je dis souvent sur le ton de la boutade, si vous voulez, si demain je vais en EHPAD, je ne serais pas choqué si on me demande effectivement un prix de journée plus important qu'une personne qui aurait passé beaucoup de temps au chômage, dont les revenus issus de ses retraites ne seraient pas les mêmes que les miennes. Je crois que la vraie solidarité, qui n'est jamais que la reprise du terme de fraternité de la Révolution française, la vraie solidarité, c'est aussi que la répartition se fasse entre les uns et les autres. Euh, j'ai été scandalisé, choqué par tout ce que j'ai lu dans le livre sur les Fossoyeurs, sur ce qui se passait dans un certain nombre d'EHPAD, qui ne doit surtout pas être pris comme l'attitude générale. Mais là aussi, il y a des économies à faire sur la gestion d'un certain nombre d'établissements. Des crédits qui sont des crédits qui sont donnés pour la qualité de vie, pour la qualité de soins des personnes âgées ou en situation de handicap ne doivent pas servir à autre chose. Donc, l'éthique doit effectivement ne pas perdre la place numéro un qui est la sienne lorsque l'on touche effectivement à l'humain. Mais je sais bien que la plupart des établissements privés, y compris à but lucratif, la plupart des EHPAD publics, la plupart des résidences autonomie, des résidences partagées, eh bien, les collaborateurs font très très bien leur boulot. Simplement, il faut qu'il y ait un certain nombre de contrôles qui permettent effectivement d'éviter des situations de dérive. Dernière question pour rigoler, pour moi plus tard. Comment est-ce qu'on devient le président du conseil de la CNSA? Alors, tout à fait par hasard, puisque moi, je suis devenu président du conseil de la CNSA parce que, atteignant l'âge de 70 ans, j'avais décidé d'arrêter ma carrière politique. Donc, j'ai été maire, j'ai été sénateur, j'ai été président du département du Nord, département que j'avais pris d'ailleurs dans une situation extrêmement difficile et que j'ai rendu en bonne santé. Et puis, donc, voilà, en juillet dernier, puisque
le mandat avait été un peu poursuivi pour cause de pandémie, je prends ma retraite. Très bien. Et j'écris parce que j'avais envie d'écrire, notamment ce que je savais un peu de la politique, et j'avais rédigé à peu près la moitié de mon bouquin. Et puis je me retrouve avec au téléphone la ministre des Personnes âgées, la ministre du Handicap et le Premier ministre qui me disent on a besoin de vous pour s'occuper de la CNSA. Voilà. Donc c'est ce qui m'a amené à la présidence de la CNSA. Donc c'est le plus grand des hasards. C'est un travail passionnant, c'est un travail que je fais en toute indépendance. Personne n'a effectivement de consignes à me donner et je dirai toujours ce que je pense, mais je suis convaincu que ce que je pense n'a d'intérêt que si ce que je pense, c'est ce que pense l'immense majorité du Conseil de la CNSA. Et c'est une chance pour la CNSA, pour la structure, la cinquième branche, les personnels de la CNSA, d'avoir à leur côté, alors quelquefois ils sont casse-pieds, hein, les élus qui représentent le grand âge, les associations, le président qui n'est pas content de ce qui se passe, d'aller voir le ministre ou les ministres. Moi, j'en ai rien à faire hein, de dire au ministre si ce qu'il fait n'est pas bien, de dire je suis pas d'accord du tout avec ce que vous faites et je le ferai savoir. Et si ça se passe bien, je dirai le contraire. Voilà. Alors, aussi longtemps que ça me permet d'être utile, eh bien, je continuerai à le faire. Bon, un mandat de président de la CNSA, c'est 4 ans. Je vous dis tout de suite que j'en ferai pas deux parce que j'aimerais quand même bien finir les bouquins que j'ai commencés et puis passer quand même quelques temps à l'écriture qui me manque. Mais si je peux être utile sur ce grand problème de notre temps, bah, ça sera aussi une fierté. Super, merci beaucoup. Merci Jean-René Le Serre. Je rappelle que vous êtes président du conseil de la CNSA. Merci beaucoup. Merci à vous.